Cette émission vous est offerte par SAR Assurance Côte d'Ivoire. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. À 60 ans, son nom et sa voix comptent parmi les plus importants de Côte d'Ivoire. Capitaine d'industrie, Jean-Louis Billon est le PDG du plus grand groupe privé en Côte d'Ivoire et l'une des plus grandes fortunes du pays. Au-delà de l'économie, c'est aussi un acteur majeur de la politique ivoirienne. Initialement soutien de Laurent Gbagbo, il a ensuite été un fervent soutien d'Alassane Ouattara, dont il a été ministre. Désormais, Jean-Louis Billon ne cache plus ses ambitions et prône une nouvelle gouvernance à la tête du pays. C'est avec lui que l'équipe de Rendez-vous avec l'Afrique échange aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Rendez-vous avec l'Afrique. Jean-Louis Billon, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'accepter de jouer le jeu et de répondre aux Africains. Merci. Alors, comment vous vous sentez actuellement? Moi, très bien. Très bien. Bon, disons qu'on peut se sentir mieux dans un environnement meilleur. Hein, mais bon, pour ça qu'on se bat, pour que l'environnement soit meilleur demain. D'accord. Alors, on va commencer cette émission par avoir la perception des Africains vis-à-vis de vous. Nous avons baladé nos caméras dans quelques pays africains. Nous voulons savoir si déjà ils vous connaissent, ces Africains-là, et surtout ce qu'ils pensent de vous. Donc, je vous invite à découvrir cela avec moi. Connaissez-vous cette personnalité? Oui, je connais son nom, Guillon, il s'appelle Guillon. C'est un homme d'affaires ivoirien, je crois bien. C'est Lousson, je pense. Il s'agit de M. Jean-Louis Billon. Monsieur Jean-Luc Billon. Monsieur Jean-Luc Billon. Je le connais. C'est Monsieur Jean-Louis Billon. Il a un prénom Jean. Le nom, je crois que c'est Lousson, je pense. Je sais que Billon est un homme d'affaires ivoirien qui réussit plutôt pas mal dans ses affaires et tout. C'est un homme élégant, il est gentil. Très bien, ce monsieur-là. Il a été même mon directeur d'école quand j'étais étudiant à la chambre de commerce. Je sais une chose, c'est qu'il discute la présidence du parti avec Thiam. Ils sont en conflit. Il veut être candidat aux élections de l'an 2025 en Côte d'Ivoire. Moi, je pense qu'il peut gagner. Jean-Louis Billon est le président du groupe Saftis. Voilà, je pense, groupe Saftis, je pense que c'est une des personnalités les plus riches de Côte d'Ivoire, qui a été, je pense, 2 fois ministre dans l'administration du président Ouattara. Et je pense que les dernières fonctions qu'il a occupées sont des fonctions de ministre, je pense, de l'économie de l'artisanat. Je pense que c'est la dernière fonction qu'il a occupée de 2012 à 2017. On peut voir qu'il ne viendra pas au pouvoir pour venir s'enrichir, vu qu'il a déjà lui-même son propre argent. Donc c'est une bonne affaire, c'est une bonne histoire, on ne peut que l'encourager. Un grand homme d'affaires de ce pays, il est dans beaucoup de business, un homme très influent, très riche du pays aussi. Et je sais qu'il a un côté penchant pour la politique aussi. Apparemment, c'est un homme d'affaires, prospère, voilà, qui a une entreprise. L'entreprise, là, j'ignore le nom, je pense, mais c'est quelqu'un qui emploie beaucoup de personnes, voilà, qui donne du boulot à beaucoup de personnes. Voilà. Je sais qu'il aime beaucoup la culture ivoirienne, notamment l'artiste Djibé avec qui il échange beaucoup. Un monsieur qui est vraiment bien, qui est homme surtout parce qu'il côtoie les artistes, il parraine les événements, il est toujours entouré de la jeunesse. Je crois que c'est aussi une motivation pour certains de nous. Aux dernières nouvelles, je parlais des nouvelles du 20 novembre 2024, il aurait été arrêté. Il aura été arrêté et son arrestation serait, j'ai envie de dire, orchestrée par son parti politique qui estime qu'il a lancé les hostilités électorales bien avant le temps. Je n'ai pas d'objection à sa candidature. Vraiment, nous sommes dans la démocratie et tout un chacun est libre de faire son choix, de poser sa candidature. Voilà, donc je pense que nous avons besoin de changement. Je pense qu'il peut faire beaucoup aussi pour la Côte d'Ivoire. J'estime qu'il n'a pas encore, c'est mon avis, la stature pour prétendre à de hautes fonctions.
Parce qu'il n'a pas encore, disons, on va dire, comme on dit chez nous ici, là, le charisme de la fonction. Là. C'est une personnalité également très bien assise dans la politique ivoirienne. Il a fait ses classes, et on attend de voir ce que cela va donner. Merci Jean-Louis Billon. Alors, j'ai hâte de vous écouter après avoir suivi ceci. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a certainement des choses sur lesquelles vous voulez revenir. Bon, je suis déjà mieux connu en Côte d'Ivoire qu'ailleurs, hein, c'est normal, mais c'est intéressant de voir que même les Camerounais suivent la vie économique et politique ivoirienne. Ouais. Donc c'est une bonne chose. Alors il y a eu tellement de choses qui ont été dites dans la vidéo. Apparemment, vous serez arrêté. Vous avez été arrêté oui, bon, le 20. Je pense qu'il y a des distorsions dans l'information, donc ils pensent non, j'ai jamais été arrêté. Qu'ils soient rassurés. Mais je pense qu'il fait allusion aux querelles politiques qui existent dans le parti. Je n'ai fait qu'être convoqué par le conseil de discipline, c'est tout. D'accord. C'est pas bien grave. D'accord. Alors, nous allons entrer avec la politique ivoirienne, parce que même si vous êtes davantage connu à l'extérieur de la Côte d'Ivoire sous vos casquettes de capitaine d'industrie, il faut dire qu'aujourd'hui, vous êtes ce qu'on peut appeler un candidat déclaré à la prochaine élection présidentielle dans votre pays. Mais on a envie de dire que ça ne semble pas facile du tout, parce que cela commence déjà à l'intérieur, au sein du PDCI-RDA, qui est votre formation politique. Alors, qu'est-ce qui ne va pas avec Tidjane Thiam? Qu'est-ce que vous lui reprochez? Ça commence toujours par sa propre formation politique. En politique, la compétition commence d'abord dans son camp. Hein, et c'est comme ça dans le monde entier. Si vous regardez les États-Unis, il y a eu des primaires. Au Ghana voisin, pareil. C'est celui qui présente une vision et un projet le plus séduisant possible pour ses compatriotes que le parti doit choisir pour en faire son champion. Ce n'est pas le parti qui porte un individu comme ça, de façon magique. Il faut que l'individu se montre capable, se montre déterminé, se montre convaincant. Hein. Et je pense que à Tidjane Thiam, je n'ai pas de reproche en tant que personne. En tant que candidat, j'estime que j'ai plus de chances de l'emporter que lui. Mais parce qu'il a une absence prolongée qui est un trop lourd handicap quand le débat politique réel va commencer. Alors, vous pensez qu'il a été parachuté à la tête du PDCI? Non, il s'est parachuté à la tête du PDCI. Il y a eu une élection, Jean-Louis Billon. Oui, bon, c'est vrai qu'il y a eu une élection. Et de ce côté-là, moi, je n'étais pas candidat. Je tiens à préciser. Pourquoi? Parce que, justement, on voulait dissocier la présidence du parti du candidat, comme ça se fait dans les partis modernes. Hein. Et il y en a aujourd'hui qui veulent nous ramener à quelque chose d'ancien, quelque chose de périmé, quelque chose qu'on ne veut plus aujourd'hui pour les partis politiques. Qui voudrait automatiquement que le président du parti soit le candidat qui représente le parti. Et ce genre de technique ancienne est une garantie pour la défaite. Alors il faut rassurer nos téléspectateurs et dire que les tests de vos partis sont très clairs. S'il n'y a pas consensus, il y a primaire. Donc ça veut dire que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est en train de se diriger tout droit vers une primaire. Tout à fait. Vers une convention élective qui va déterminer et départager les candidats. Est-ce que ça ne vous fait pas peur? On a souvent vu ce que les primaires peuvent avoir comme conséquence au sein d'un parti politique, parce que c'est un grand moment de division. Est-ce que vous n'avez pas peur que le parti sorte plutôt affaibli de cette confrontation entre deux de ces quatre? En réalité, les partis ressortent plus forts. Les partis doivent ressortir plus forts de cela. Parce que c'est le jeu de la politique. Vous êtes en lice, vous êtes en course, un champion est celui qui l'a emporté face à tout le monde. On ne vous décrète pas champion comme ça du jour au lendemain. Que ce soit dans le sport, que ce soit dans la politique, que ce soit dans les affaires, c'est à vous de gagner. Et la victoire est d'autant plus belle que vous avez une concurrence de très haut niveau. Alors, il regonne cette question tout de suite. Si jamais il y a primaire, ce qui semble être visiblement le cas, et que vous perdez, vous apporterez tout votre soutien à celui qui aura gagné? J'ai toujours dit une chose très simple.
que si l'élection, la convention est faite en toute transparence, mais vraiment sérieusement, qu'elle ne souffre d'aucune contestation, parce que vous avez mentionné l'élection du président, ça a été fait de façon chaotique avec beaucoup d'opacité. Et ça, comme je n'étais pas candidat, je ne peux pas beaucoup exprimer à part dénoncer l'opacité, mais pour la convention, attention. Par exemple, prenons garde. Si elle n'est pas faite de façon régulière, je m'autorise toute possibilité. Mais si on suit vos chronologies, si l'élection à la présidence du parti s'est faite dans l'opacité, qu'est-ce qui ferait que à la convention élective, on sorte de l'opacité? C'est pour ça que je préviens afin que ce soit corrigé. Mais avec cette convocation du Conseil de discipline qui estime qu'être déjà sur le terrain, faire de la politique n'est pas normal, je pense qu'ils sont sur le très mauvais chemin. Alors, allons un peu de manière pragmatique sur ce problème de votre probable candidature qui fait du grand bruit à l'intérieur. On peut rétorquer le fait, pourquoi vous n'avez pas voulu compétir à la tête du parti? Pourquoi vous refusez d'affronter Thiam pour prendre la tête du parti? À la tête du parti, il n'était pas question pour moi de présider le parti. Ouais. Présider un parti politique, c'est en soi une fonction à part entière. Et moi, j'estime, je fais partie de ceux qui pensent que un président de la République ne doit pas être à la fois président de la République et président du parti. Le parti doit accompagner des candidats. Et il y a une équipe qui gère le parti et vous avez des candidats. C'est le cas du Parti démocrate aux États-Unis, c'est le cas du Parti républicain aux États-Unis, c'est le cas des deux partis au Ghana. Dans un régime présidentiel, c'est ainsi. Le régime parlementaire amène le leader du parti à devenir le Premier ministre ou le président. Mais ça, c'est dans un régime parlementaire. Nous ne sommes pas dans un régime parlementaire. Et quand nous sommes dans un régime présidentiel, vous devez être le président de tous vos concitoyens et non pas de vos partisans. C'est ça le message. Et avec le président Bédié, qui l'avait très bien compris, vu qu'il a été président de la République, président du parti, et il a été président du parti tout en étant président de la République, et il a été président du parti en n'étant pas président de la République. Donc il a su faire la différence entre les deux, et à la fin, il nous a dit « Je vais rester président, mais nous allons dissocier la présidence du parti ». Donc c'est moi qui suis dans l'héritage du président Bédié. Et tous ceux qui font le contraire, en occultant tout ce qu'on s'était dit, je pense qu'ils sont dans le faux. Alors on peut vous rétorquer le fait que Tidiane Thiam, il a quasiment été plébiscité à la tête du parti et que ceux qui l'ont plébiscité... Il était pratiquement seul. Oui, mais voilà. Bon, il y a eu un vote, ça veut dire que c'est les mêmes qui voteront. Qu'est-ce qui va se passer entre-temps? En réalité, je vais vous dire. Pourquoi je dis que ça s'est fait avec beaucoup d'opacité? Il y a eu élimination des autres candidats. Il y a eu intimidation sur les autres candidats, en disant qu'il y avait des risques sur eux, ceci, cela. Et ça a été mal. Et ça, c'est très grave. Et ça, c'est très grave, voilà. Donc, l'élection n'était pas si parfaite que cela. Hein, disons-le clairement. Alors, j'ai envie de vous demander aujourd'hui, comment est-ce que vous entrevoyez les choses? Est-ce que vous pensez qu'on peut arriver à un apaisement? Parce qu'on sent aujourd'hui que la ligne de fracture est devenue très forte. Mais est-ce qu'on peut espérer un apaisement? En politique, tout est possible. Ouais. Il faut de la bonne foi de part et d'autre. Est-ce que vous vous parlez, Tidiane Thiam? Pour l'instant, non. Pour l'instant, ça fait un moment qu'on n'a pas échangé. Voilà. Alors, j'ai envie qu'on sorte de là pour questionner aussi quelque chose qu'on entend beaucoup. J'ai suivi, parce que j'ai échangé avec certains membres de vos partis. Certains pensent que Thiam ne pourra même pas être candidat, qu'il ne remplit pas toutes les conditions. Est-ce que vous êtes de cet avis? Non, je vais vous dire. De ce côté-là, il appartiendra au Conseil constitutionnel de départager les candidats. Pour l'instant, tout le monde peut être candidat et il y a des critères. Non, pas tout le monde. Il y a l'article 55 de la Constitution qui est très clair, qui dit qui peut être candidat et qui peut d'éligibilité. Et il appartiendra au Conseil constitutionnel de voir. La convention du parti ne doit pas choisir le candidat forcément que le PDCI veut, mais le candidat qui répond aussi aux critères constitutionnels pour être président de la République. Donc c'est deux choses différentes. Il y a des préalables
Les questions de double nationalité, triple nationalité, le cas échéant, le candidat doit être exclusivement ivoirien. Après, il faut voir le code électoral, s'il a été changé ou pas, le nombre d'années passées en Côte d'Ivoire et tout ça. Bon, mais enfin, ce qui fait foi ici, c'est la loi fondamentale. La Constitution, comme vous le savez, a été révisée. L'article 35 est devenu un peu l'article 55 aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, notamment l'âge, notamment le fait d'être ivoirien de père ou de mère, ce qui n'était pas le cas avant. Donc il y a eu un aménagement. Mais moi, je veux l'avis de l'homme politique que vous êtes. Vous connaissez parfaitement la Constitution ivoirienne. Vous connaissez forcément Tidiane Thiam, son parcours. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il remplit les conditions, honnêtement? Honnêtement, je ne sais pas. Il faudrait qu'il ait abandonné. C'est simple, hein, non, il faudrait qu'il ait abandonné la nationalité française. L'a-t-il fait? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne peux pas vous dire. Ah d'accord. Voilà. Ok, on laissera le soin au Conseil constitutionnel. C'est pour ça que je dis, c'est au vu des dossiers des uns et des autres. Alors, j'ai envie qu'on revienne un peu sur vous, votre parcours. Comme on l'a dit, vous avez été ministre, notamment sur Alassane Ouattara. Qu'est-ce que vous reprochez à Alassane Ouattara? Bon, d'abord, moi, je suis opposant. Oui, mais vous ne l'avez pas toujours été. Vous avez travaillé avec lui. Nous avons été en accord politique, le PDCI et le RDR ensemble. Le reproche fondamental, ça a été de vouloir faire disparaître le PDCI et le fondre dans un parti plus grand qui est le RHDP. Mais nous sommes attachés au PDCI. Historiquement, c'est un parti qui meuble la Côte d'Ivoire. Donc j'ai même eu à dire que j'aimerais voir le PDCI être aussi ancien que les partis que l'on connaît dans le monde, qui sont là depuis la nuit des temps. Donc voir le PDCI disparaître était pour nous quelque chose de ne pas acceptable. Ce qu'a fait le RDR et d'autres partis qui ont été fusionnés dans le RHDP, mais nous étions attachés au PDCI, nous sommes attachés au PDCI. On veut que ce parti existe et nous survive. Donc ça a été le point de rupture. Autrement, si vous regardez, il a un bilan très honorable, il a un bilan à défendre, et en tant qu'opposant, ce sera un adversaire certainement difficile à battre. Mais bon, si on mène ce combat, c'est justement pour apporter autre chose comme alternative. Alors vous dites que ce sera un adversaire difficile à battre. Ça veut dire que vous avez des informations selon lesquelles il sera candidat? Non, je n'ai pas d'informations particulières, mais c'est le président sortant, entre guillemets. Il a fait 2 mandats dans une république, un premier dans une autre république. On ne va pas rentrer dans le débat de dire il ne peut pas faire un autre mandat ou pas. Tant qu'il n'a pas dit qu'il n'est pas candidat lui-même, nous estimons que c'est lui que nous aurons en face. C'est comme ça que moi je vois la chose, d'autant que je vois les appels dans son parti qui demandent qu'il soit candidat. Donc il faut se préparer à le voir candidat. Alors, je posais aussi la question parce que c'est le même président qui avait annoncé il y a quelques années qu'il souhaitait passer le pouvoir à une nouvelle génération. Il y a eu l'incident malheureux qu'on a connu avec le feu Premier ministre Amadou Gom Coulibaly. Mais est-ce qu'entre-temps, il n'y a pas émergé autour d'Alassane Ouattara des gens à même de reprendre le flambeau? Bon, certainement qu'il y a au sein du RHDP des personnalités qui pourraient, mais vu qu'elles ne se manifestent pas et que je pense qu'on voit plus de personnalités qui demandent qu'il soit candidat. Oui, mais Amadou Gom ne s'était pas plus manifesté que cela. Il avait quasiment été adoubé. À un moment donné, quand même... oui, mais on sentait l'adoubement d'Alassane Ouattara. À cette période-là, là maintenant, attention, nous sommes... très 10 mois, de l'élection. À 10 mois de l'élection, il s'était déjà prononcé à ce moment-là. Avec la bénédiction de son mandat. Avec la bénédiction de son mandat. Pour l'instant, il n'y a personne d'autre qui s'est prononcé, donc bon. Alors, j'ai envie de dire, l'opposition ivoirienne aujourd'hui semble plus que jamais dispersée. On peut estimer que c'est normal, mais ça semble toujours inquiétant face justement à un appareil aussi redoutable que le RHDP. Et j'ai vu qu'il y a plusieurs plateformes qui sont
mises en place, parmi lesquelles celle avec Simone Gbagbo, Charles Blé Goudé et bien sûr le PDCI. Comment vous regardez ça? N'étant pas président du parti, est-ce que c'est une démarche qui vous parle? Écoutez, moi je suis dans le PDCI. Nous sommes un parti qui est considéré comme un parti conservateur, un parti de droite. Plus libéral que nous, c'était le RDR ou aujourd'hui le RHDP. Les autres partis sont essentiellement des partis de gauche. Bien sûr. Donc il est difficile idéologiquement de dire nous allons gouverner ensemble, parce que c'est des forces centrifuges. Un accord électoraliste est possible entre nous, et le premier, celui qui va sortir premier, sera la locomotive. Mais il est difficile de voir un parti de gauche, un parti de droite dire qu'on va gérer ensemble. C'est pour ça que je dis c'est possible. Mais pour l'instant, c'est un peu tôt. Quand on va arriver, approcher des élections vers le mois d'août, septembre, à ce moment-là, les accords seront plus précis. Alors, il y a aussi comme un conflit générationnel qui va se jouer en 2025. Bien sûr. Mais ce qui est curieux, c'est que les candidats déclarés aujourd'hui, c'est l'ancien président Laurent Gbagbo, même si sa situation est particulière, l'ex-première dame Simone Gbagbo, Alassane Ouattara, on est presque sûr, je me mouille un peu qu'il ira. Comment est-ce que vous percevez ça, cette volonté de ceux qu'on peut considérer comme les dinosaures de la politique ivoirienne de toujours être là, alors qu'on attendait 2025 comme l'année du basculement ultime? Nous, on attendait même 2020 comme l'année du basculement, pour tout vous dire. C'est pas propre à la Côte d'Ivoire. Quand vous regardez le continent africain, à quelques exceptions près, nous avons le continent le plus jeune en moyenne d'âge de population, et nous avons la classe dirigeante la plus vieille. C'est vraiment propre à l'Afrique. Il y a un côté où nous respectons les aînés, nous laissons accompagner par les aînés le plus longtemps possible, et ça fait partie de la culture africaine. Mais à un moment donné, il faut faire le changement générationnel, et moi je m'inscris dedans. Même si ils ont le droit de se présenter, j'estime qu'il nous appartient à nous de diriger la Côte d'Ivoire demain, de sorte que nous puissions, nous, gérer l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants, alors qu'eux ont eu à gérer notre avenir à nous et de nos enfants, de leurs petits-enfants. Donc, il faut vraiment qu'on change. Il serait sage pour eux d'être sages et de se retirer. Alors, est-ce que cette élection vous inquiète? Est-ce que vous avez peur? Parce que, visiblement, en faisant un peu le tour de plusieurs formations politiques, en ayant échangé avec plusieurs acteurs politiques ivoiriens, je ressens encore une montée de tension. Et on peut dire aujourd'hui, sans grand risque de se tromper, que la Côte d'Ivoire n'est pas totalement réconciliée avec son passé. Est-ce que vous avez peur de 2025? Je ne peux pas vous dire que j'ai peur de 2025. Je souhaite que ça se passe bien. Parce que malheureusement, on est le pays de la sous-région qui n'a pas encore connu de transition démocratique dans le calme. Un changement de leader, un changement de président dans le calme le plus total, malheureusement, nous n'avons pas vécu ça en Côte d'Ivoire, avec une vraie passation de charge. Comme le Ghana le vit maintenant régulièrement, comme le Nigeria le vit également, et comme les autres pays, le Libéria voisin le vit aussi, et d'autres, même s'ils sont aujourd'hui en difficulté avec des régimes militaires, ils ont connu cette transition démocratique. Et nous sommes le seul pays qui n'a pas connu. Donc il y a cette envie, enfin, de briser cette malédiction et de dire on veut avoir une vraie démocratie. Et le Ghana, pour ça, est un véritable exemple. Alors, donc non, je ne peux pas vous dire que j'ai peur, mais il faut s'inscrire dans cette transition démocratique paisible. Alors, vos regards sur la gouvernance Ouattara, selon vous, quelle a été sa plus grosse erreur? Dans la gouvernance Ouattara, je dirais de vouloir phagocyter le PDCI.
parce que ça a apporté... Mais ça, c'est bénin, ça c'est des querelles partisans. Moi, je parle à l'échelle du pays. Ça a apporté une dissension entre nous. Ouais. À l'échelle du pays, c'est peut-être de n'être pas arrivé à réconcilier les Ivoiriens, les différents acteurs de la crise. Vous avez dit, on a l'impression qu'on n'est pas encore totalement sorti de la crise. Mais on pourra vous rétorquer qu'il a fait des efforts. Laurent Gbagbo est revenu, il a gracié des personnes, parmi lesquelles Laurent Gbagbo, Simon Gbagbo, je parle de réconciliation. Ouais. Est-ce que ce n'est pas des actes je parle de réconciliation. Est-ce que ce n'est pas des actes qui vont vers la réconciliation? La réconciliation, c'est quand les différents acteurs arrivent à se pardonner. Est-ce qu'il y a vraiment eu de pardon de part et d'autre et de pages tournées? Je ne suis pas sûr. Je pense que les Ivoiriens ne sont pas complètement sûrs de ça. Est-ce qu'on peut faire une réconciliation véritable sans justice? Parce qu'il y a quand même un fait trouble, Jean-Louis Billon. C'est pour ça que moi, je fais partie de ceux qui disaient à l'époque la commission réconciliation, il y avait justice qui manquait. Ouais. La justice est au centre. Il faut d'abord les jugements, déterminer les responsabilités, les condamnations, et c'est fort de cela que les coupables reconnaissent leurs méfaits et leurs crimes et qu'on puisse se pardonner. Et on part sur une autre base. Cet exercice n'a pas véritablement été fait en Côte d'Ivoire. On a continué. Je pense que le président Ouattara s'est dit une vraie relance économique va réconcilier les Ivoiriens. Mais il y a encore du ressentiment, on le sent. Alors je posais la question aussi parce qu'il y a quand même un fait qui intrigue. Comme vous le savez, Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, qui étaient à la Cour pénale internationale, ont été acquittés, ce qui revient à dire que la justice internationale les a blanchis. Mais il y a un fait qui demeure, c'est que des Ivoiriens sont morts. Officiellement, plus de 3000. Alors qui porte le chapeau? Est-ce qu'on passe ça à perte des profits? Dans l'histoire d'une nation, il arrive qu'il y ait des conflits. Les États-Unis d'Amérique ont connu une guerre civile extrêmement meurtrière. Aujourd'hui, c'est une nation unie. Qui est responsable des millions de morts de la guerre civile américaine? Les responsabilités sont collectives. On ne peut pas dire que j'ai tiré le premier, donc c'est moi qui suis coupable. La crise ivoirienne remonte depuis le coup d'État, peut-être avant pour certains. Bien sûr. Et d'événement en événement, à chaque fois, on n'a pas corrigé. C'est pour ça que je dis, il faut à un moment donné qu'on s'asseye et qu'on se dise, voilà ce qui s'est passé, faisons en sorte que ça n'arrive plus. Comment faire pour qu'on puisse s'accorder sur le type de société ivoirienne que l'on veut pour demain, et on y va tous ensemble. Mais ça, c'est un exercice que nous, on peut faire avec les générations présentes, avec les plus jeunes, et nous avançons. Donc ça veut dire pour vous, l'ancienne génération est disqualifiée pour le faire. Vous pensez qu'il faut une nouvelle génération pour conduire à bien ce processus de réconciliation? Mais nous on va vivre la suite quand d'autres ne seront plus là. Alors, pour l'instant, ils sont là, ils peuvent accompagner le processus. Ce serait bien d'accompagner le processus. Mais il faut vraiment qu'on le fasse. Alors, Jean-Louis Billon, avec vos permissions, je vais introduire un de mes confrères, parce que comme je vous ai dit en début d'entretien, je ne suis pas seul à vous poser des questions. On va prendre la question d'un confrère, ça va nous permettre de basculer vers vos casquettes de capitaine d'industrie. On a parlé beaucoup de politique en cette première partie d'émission, mais rassurez-vous, on reviendra, parce que la politique, elle vous suit désormais aujourd'hui. Je vous propose la question et vous allez nous faire le plaisir d'y répondre. D'accord. Monsieur Billon, bonjour. Je suis Abou Diotou. Je travaille pour l'agence Ecofin. J'ai une question à deux volets. Depuis quelques années, on observe une expansion d'entreprises ivoiriennes sur le continent. Je fais notamment allusion au groupe Atlantic Group ou à des PME comme A2P. De votre observation depuis la Côte d'Ivoire, diriez-vous que cela est le fruit d'une politique publique assumée, comme on le voit par exemple avec le Maroc, ou alors il s'agit du résultat
d'équation personnelle. Deuxièmement, en tant que candidat déclaré à la prochaine élection présidentielle, que proposez-vous pour consolider cette dynamique? Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Bion. Je pense que c'est une question à deux volets qui a le mérite d'être très claire. Oui, oui, très clair. Ouais. Bon, par rapport à l'expansion des entreprises ivoiriennes dans la sous-région, c'est l'initiative d'hommes d'affaires ivoiriens eux-mêmes qui, depuis des années, ont pu consolider leur position nationale. Et le marché de l'UEMOA, dans un premier temps, et de la CEDEAO ensuite, est un marché ouvert pour nous, comme pour tous les pays membres. C'est pour ça que c'est une force. Que vous soyez dans la banque, dans l'assurance ou dans l'industrie, si vous avez affaire aux mêmes consommateurs, pourquoi pas? Donc cela trouve un terrain d'expansion. Donc il n'y a pas, selon vous, une réelle volonté politique, il n'y a pas une stratégie du gouvernement d'accompagner ces capitaines d'industrie? En réalité, parce non. que vous avez été ministre du Commerce, à l'occurrence. Oui, en réalité, non. En réalité, non. Je peux le dire parce que nous-mêmes, en allant au Nigeria, en allant au Ghana, en allant au Burkina, en allant au Libéria, on est allé de nous-mêmes. On n'a pas été accompagné d'une manière ou d'une autre par un système étatique. Donc je peux dire que les autres également, c'est la même chose. Par contre, le deuxième volet de sa question, oui. Si vous arrivez aux affaires. Jean-Louis Bion, président, il y aura une vraie politique d'expansion du monde des affaires ivoiriens, du monde industriel, du monde commercial, du monde des services. Pourquoi? Parce que économiquement, on doit pouvoir accompagner, soutenir et protéger ces entreprises. Il ne faut pas rêver. Hein. Les Japonais ont su le faire très tôt, les Américains le font régulièrement, les autres pays d'Asie également, les Européens également. Ça se fait avec une certaine subtilité peut-être, mais ça se fait quand même. Bien sûr. À nous d'avoir ce patriotisme économique, ce nationalisme économique qui fait qu'on sache protéger, accompagner et soutenir nos entreprises. Nationales d'abord, africaines ensuite, et pourquoi pas après pouvoir penser expansion en dehors du continent africain. Ça, c'est une véritable puissance. Vous devez être une puissance économique avant d'être une puissance politique. Alors, Jean-Louis Bion, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui estiment que le monde du business ne devrait pas cohabiter avec celui de la politique? Vous avez certainement déjà entendu ça. Oui, on l'entend. Pourquoi? Parce que beaucoup de politiques voient l'irruption de ceux du monde économique comme une concurrence déloyale. Et pourtant, malheureusement, en Afrique, il y a trop souvent le contraire. Des politiques qui se servent de leur position politique pour faire des affaires. Et ça, c'est mal. Ça, c'est la vraie concurrence déloyale. Ça, c'est un abus de pouvoir. Les politiques ont peur de vous, parce qu'on l'a vu dans l'élément... Un trafic d'influence. Ouais. Les politiques ont peur de vous, parce que comme on le voyait dans l'élément au début, vous avez beaucoup d'argent, donc vous arrivez avec des gros moyens. De toutes les façons, il faut de l'argent pour faire de la politique. Les politiques eux-mêmes brassent beaucoup d'argent. Ils sont soutenus souvent par des puissances économiques, donc ça ne change rien au jeu. Ça ne change rien au jeu. Ce n'est pas comme ça qu'il faut voir la chose. Le véritable enjeu, c'est ce que vous proposez aux Ivoiriens. Comment accéder à la propriété dans un pays où la grande majorité est encore en position de locataire. Ça, ce sont des vrais sujets. Comment vous garantissez la sécurité des personnes et des biens? Ça, ce sont des vrais sujets. Comment est-ce que vous garantissez une bonne éducation à vos enfants? Ça, ce sont des vrais sujets. Comment est-ce que vous protégez les femmes? Comment est-ce que vous leur offrez plus d'opportunités, plus d'autonomie? Ça, ce sont des vrais sujets. C'est là qu'on est attendu, véritablement. Comment vous allez rendre cette économie compétitive? Comment vous allez réduire le chômage? C'est ça les vrais enjeux. Ce n'est pas les petites querelles politiques pour dire ne venez pas ici. C'est, je crois,
Clémenceau lors de la Première Guerre mondiale qui a dit la guerre est une affaire trop sérieuse pour la confier à des militaires. Eh bien moi je dis les attentes des Ivoiriens, les enjeux économiques sont trop importants, trop sérieux pour ne la confier qu'à des politiciens. D'accord. Alors j'ai envie de savoir, Jean-Louis Billon, parce que tout à l'heure vous avez fait un peu cas du bilan d'Alassane Ouattara sur le plan notamment macroéconomique. On voit quand même qu'il y a une vraie transformation infrastructurelle. Mais vous qui êtes justement un chef d'entreprise, un capitaine d'industrie, comment est-ce que vous regardez ça? Parce qu'il y a comme une sorte de paradoxe. On voit les ponts, c'est visible, mais on entend encore les Ivoiriens se plaindre. Qu'est-ce qui peut justifier cela? Je pense que quand Alassane Ouattara est arrivé, il a pris conscience du retard que la Côte d'Ivoire a pris ces 10 voire 20 dernières années où il y avait instabilité politique et tout ça. Et il s'est mis rapidement dans le rattrapage du retard des infrastructures. Donc c'est ce qu'il a fait. C'est pour ça que c'est visible. Mais il faut passer à un autre niveau. Un plan stratégique bien pensé, de sorte que vous avez une économie beaucoup plus structurante, que les filières agro-industrielles soient elles-mêmes compétitives et qu'on bascule sur la filière industrielle également compétitive, que tout ça s'imbrique bien dans la sous-région et dans le reste du monde. C'est là qu'on doit avoir ce véritable plan stratégique. Comment est-ce qu'on capte les économies interdépendantes de la sous-région avec le port d'Abidjan et de San Pedro, peut-être plus. Donc ça, ce sont des sujets que quelqu'un qui le vit au quotidien comme moi peut apporter, améliorer et parfaire pour demain. Et ça va être beaucoup plus dynamique et ça va apporter une réponse aux questions d'emploi, de dynamisme de notre économie et de compétitivité de notre économie. D'accord. Alors on va prendre une autre question d'un confrère qui vous pose une question un peu générale sur notamment la transformation de l'Afrique. Je vous invite à la découvrir et à y répondre. Monsieur Jean-Louis Billon, bonjour. Je suis Louis Magloire-Kemayou, directeur de la chaîne New World Economy à Lomé au Togo. Vous venez de déclarer votre candidature à l'élection présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire. Permettez que je vous interroge plutôt en tant qu'homme d'affaires, et en tant qu'homme d'affaires africain en l'occurrence. Qu'est-ce qui, selon vous, a fait échouer tous les plans de développement qui ont été expérimentés sur le continent africain, à la fois dans les pays pris individuellement et collectivement? Quelles sont les recettes qui ont manqué à ces plans pour qu'ils transforment les pays africains individuellement et collectivement en Nouvelle-Singapour? Quelles sont les recettes que vous auriez, vous, administrées si vous aviez été à la place des personnes qui ont conçu les différents plans de développement que l'Afrique a expérimentés jusqu'aujourd'hui? Merci, très intéressant, mais en même temps, il a donné la réponse avec la comparaison avec Singapour. C'est que tous les plans qui ont été faits à partir de ce que nous avons et non pas à partir de ce que nous n'avons pas. Singapour, c'est vraiment le pays qui est arrivé, qui a obtenu son indépendance en 1965 et qui n'avait même pas d'eau potable. Justement. Qui était dépendant de la Malaisie totalement, avec des problèmes raciaux, ethniques et tout ça. Très fort. Très fort. Et qui a su corriger tout cela. Qui n'avait pas de ressources naturelles. Mais Singapour, fort de tout ce déficit, a corrigé cela avec un vrai plan stratégique. Et c'est pour ça que j'ai parlé de plan stratégique tout à l'heure. Donc nous, on s'est dit, nous avons du café et du cacao, bâtissons notre développement dessus. Mais quand les cours ont chuté, eh ben, il y a eu un gap. Oui, mais il y a eu des programmes. Il faisait notamment, même s'il n'a pas cité, aux programmes comme le NEPAD, on a beaucoup entendu parler, mais aujourd'hui, on n'en entend plus du tout parler. Oui, qu'est-ce que c'est devenu? Finalement, il y a eu beaucoup de projets comme ça. Vous juxtaposez des échecs ensemble et pensant que ça va faire une réussite. Non, il faut réussir d'abord avant d'agglomérer des réussites pour être plus fort. Et puis,
il y a ce que l'on écrit et ce qui est. Je prends la CEDEAO, je prends l'UEMOA, il y a un principe élémentaire qui est la libre circulation des personnes et des biens. Ouais. Est-ce une réalité? Non. Donc voilà, là... C'est un facteur bloquant. Vous arrivez à la frontière, vous faites la queue avec des centaines de camions. Normalement, il ne devrait pas y avoir de barrière douanière. Donc, franchement, tant qu'on ne corrige pas ce genre d'anomalie, on restera dans l'échec. D'ailleurs, il y a ce travail-là qu'il faut forcément faire pour renforcer l'intégration. Et je voulais justement qu'on reste sur la question de l'intégration. Comment est-ce que vous avez vécu la création de l'AES? Comment est-ce qu'en tant qu'homme politique et aussi capitaine d'industrie, parce que c'est bien de vous avoir pour ces deux casquettes, vous vivez cela, ce chamboulement? Écoutez, l'AES sont les pays du Sahel qui sont mis ensemble. Mais 3 pays du Sahel sont mis ensemble. Le Sahel, c'est beaucoup plus important que 3 pays. Bien sûr. C'est une dizaine de pays. C'est une dizaine de pays, mais on n'a pas entendu les autres dire « nous allons rejoindre l'AES », alors qu'il y a une dizaine de pays. Donc ça veut dire que l'AES s'est auto-isolé. Moi, je ne l'ai pas bien vécu. Dites-nous pourquoi. Tout simplement parce que nous faisons partie d'un ensemble, d'abord l'UEMOA, ensuite la CEDEAO, et ensemble nous sommes plus forts. Mais les pays de l'AES ont eu tort d'avoir raison trop tôt, en ce sens que la CEDEAO a condamné les coups d'État, mais la CEDEAO n'a pas condamné les raisons des coups d'État. La CEDEAO a été absente au moment où ces pays souffraient de malgouvernance et qu'il y avait des signaux qui clignotaient depuis longtemps et la CEDEAO ne disait rien. Et c'est une fois que tout s'écroule que la CEDEAO s'exprime. Et là, je pense que la CEDEAO était dans l'erreur. Donc les pays de l'AES, au lieu de partir sur leur déception et créer l'AES, auraient dû rester au sein de la CEDEAO, donner de la voix, et là, ces pays se seraient rendus compte que l'écho allait être beaucoup plus fort. Mais comment auraient pu rester ces pays? Comment ils auraient pu rester? Puisque l'une des premières mesures, c'est de les exclure de la CEDEAO, c'est de les sanctionner. La CEDEAO faisait des réunions sans les impliquer. On ne les a pas exclus tout de suite. Ils ont été suspendus. Ils étaient sous sanction. Et les sanctions étaient mal. Justement, c'est ce que je suis en train de dire. Les sanctions étaient mal. Donc, il y avait beaucoup plus de solidarité envers ces pays, mais ils ne le savaient pas. Puisque je suis en train de vous le dire, moi. En tant qu'homme d'affaires, les sanctions nous ont fait plus de tort, même à nous qu'à eux. Parce que c'est un marché pour nous. Bien sûr. Donc quand il y a eu fermeture des frontières, c'était un marché qui se fermait pour nous. Donc nous, on n'était pas satisfaits du tout. Faut pas croire. Et justement, je suis en train de dire qu'ils auraient pu dénoncer tellement de choses et ils allaient se rendre compte que l'écho... Est-ce qu'ils avaient la capacité? Parce que comme je vous dis, moi qui ai suivi un peu ça de près, ils ont été totalement ostracisés. Comme vous le savez, on faisait des réunions sur le Mali sans admettre les autorités maliennes. Des sanctions ont été prises, des sanctions totalement illégales en violation des tests de la CEDEAO. Comment est-ce qu'on peut rester dans ce cas de figure? Et pour revenir à ce que vous disiez, comme vous le savez, ils ne sont pas partis du jour au lendemain. Ils ont quand même pris du temps. Et rien ne semblait avancer. Au contraire, la CEDEAO semblait aller de mal en pis, puisqu'ils ont même envisagé aller faire une guerre au Niger. Dans ces conditions, comment on fait? Je pense que vous prenez des raccourcis. Il y a des moments où c'est eux-mêmes qui sont exclus. Des moments où ils étaient invités à venir, ils ne sont pas allés. Il faut corriger ça. Donc eux-mêmes se sont fermés. Et je dis, ils avaient l'occasion de remporter ce débat-là. Parce qu'en l'engageant, ils auraient eu des soutiens. C'est moi qui vous le dis aujourd'hui. Mais enfin, c'est quand même un peu discutable, parce que moi, je dis encore une fois, je n'ai pas eu l'impression que ces pays se sont fermés. Comme vous le savez, au début, les médiateurs de la CEDEAO ont fait le tour au Mali. Jonathan, l'ancien président du Nigeria, était là, mais sauf que justement, la CEDEAO n'entendait rien. La CEDEAO était venue avec un calendrier, soit vous respectez, soit on vous sanctionne. Ils n'ont pas respecté, on a sanctionné. Et je dis encore, j'aimerais vous entendre là-dessus, comment vous pouvez continuer à collaborer avec une institution qui viole ses propres textes pour vous sanctionner? Comment on fait? Mais la preuve,
eux ont dit nous sortons. La CEDEAO leur fait appel. Et c'est là qu'ils avaient une opportunité extraordinaire. Mais la CEDEAO le fait quand? C'est trop tard. C'est comme si votre épouse décide de divorcer et c'est quand elle va demander le divorce que vous commencez à dire non, on peut arranger, alors que vous avez eu le temps de faire des médiations. C'est jamais trop tard. Je pense que vous prenez des raccourcis. Non, enfin, je regarde des faits. Il y a eu des situations, il y a eu des situations, il y avait des possibilités. Mais pourquoi ça n'a pas marché, selon vous? Parce que je pense qu'ils se sont fermés. Ils se sont fermés, tout simplement. Il ne faut pas oublier que ce sont des régimes militaires non plus. Et que la CEDEAO, à un moment donné, à juste titre, allait demander qu'on organise des élections. Parce que le régime militaire est aussi une exception. Bien sûr, c'est une exception. Donc, il faut sortir de l'exception à un moment donné. Donc eux aussi se sont fermés. À part la Birmanie, il n'y a que le continent africain où il y a des coups d'État. C'est dépassé de mode complètement. Mais est-ce que vous comprenez ces coups d'État? Parce que je peux appeler ça, c'est un nouveau type de coups d'État qui sont finalement très populaires et qui font moins de morts que des élections. C'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit, la CEDEAO n'a pas condamné les raisons du coup d'État. On a vu les signaux, on a vu arriver, on comprend. On comprend qu'à un moment donné, la situation était intenable. Mais attention, les militaires ne sont pas formatés pour diriger un pays continuellement. Ils sont formatés pour défendre, assurer l'intégrité du territoire, éventuellement faire la guerre. Mais à un moment donné, il faut passer la main aux civils pour que la vie politique reprenne, la vie économique et sociale. Mais est-ce que ce que vous dites n'est pas un peu discutable? Vous avez peut-être un a priori sur les militaires. Est-ce que quand on est militaire, on est moins citoyen, on est moins apte à diriger son pays? C'est pas du tout ce que je dis. C'est pas du tout ce que je dis. Mais pourquoi vous... Mais ils sont formatés pour autre chose. C'est tout. Mais moi, sinon, si c'était le cas, pourquoi pas un étudiant? Pourquoi pas des médecins? Mais c'est pas interdit. Pourquoi pas des professeurs? C'est pas interdit. Non. La force des militaires, c'est qu'ils ont des armes. Donnez des armes aux infirmiers, vous allez voir, c'est peut-être eux qui vont faire les coups d'État. Alors, je voulais dire ça pourquoi, Jean-Louis Billon. Nous qui observons, et je suis sûr que vous aussi, la scène politique africaine, on se rend compte que les rares pays africains qui ont connu des vraies transformations, qui ont connu des vrais basculements, cela a été le fait soit des militaires, soit des anciens militaires. Le Ghana dont vous parlez aujourd'hui, ce qu'on vit au Ghana aujourd'hui, on le doit à Jerry Rawlings, qui est arrivé par un coup d'État. Si vous prenez le Nigeria, ce que le Nigeria aujourd'hui, on le doit au Obasanjo, qui, comme vous le savez, est un militaire. Si vous prenez même le Rwanda, Paul Kagame, c'est un militaire. Donc, je veux dire, est-ce que ces exemples-là ne vous amènent pas à relativiser? Même je veux dire que on peut aller prendre les États-Unis, il y a des anciens militaires qui sont devenus présidents, tout ça. Bien sûr. C'est pas, je vous ai pas dit que... De Gaulle qui est célébré aujourd'hui en France, par exemple, est arrivé par un coup d'État. Je ne vous ai pas dit qu'un militaire n'est pas capable de gérer un pays. Mais l'armée qui a fait un coup d'État, à terme, amener le pays à la réussite, donnez-moi un exemple. Donnez-moi un exemple, il n'y en a pas. C'est une combinaison d'un leader avec des forces civiles qui amènent le pays. Donc le régime militaire est une exception. Parce que là, on parle d'un régime militaire. Bien sûr. Le régime militaire est une exception. Un régime militaire, en temps de crise, en temps de guerre, et tout peut se comprendre. Mais est-ce que ce sont vraiment des régimes militaires au sens strict du terme? Parce que comme vous le savez, que ce soit au Mali, au Burkina Faso ou au Niger, c'est un mix en fait. C'est des militaires, c'est des civils qui sont aux affaires et tout, même si c'est le militaire qui est à l'intérieur. Ça reste des régimes militaires dominants. Peut-être des régimes attention. à dominance militaire, oui. Un militaire élu président de la République, c'est pas pareil qu'un militaire installé président de la République. Je comprends parfaitement ce que vous dites. Voilà. Alors, on va sortir de là et je propose qu'on sorte de là en prenant la question d'un de nos confrères. Je vais vous dire pourquoi je vous dis ça. La plus grande force motrice d'une économie, d'un pays, la plus grande force qui amène le changement positif, c'est la liberté. La liberté d'opinion, la liberté de réunion, la liberté d'expression. Et pour quelqu'un comme moi, la liberté d'entreprendre. Bien sûr. Dans un pays où vous pouvez entreprendre, compétir, c'est tout le dynamisme économique qui arrive. Mais si vous bridez ces libertés,
vous bridez votre développement. Et vous estimez que les militaires brident les libertés? Mais à partir du moment où on réduit le pouvoir des partis politiques, on réduit la liberté d'expression, vous réduisez la liberté d'entreprendre. Mais c'est tout aussi simple que ça. Ce qu'on voit là, j'ai envie de dire, il y a des pays où on voit pire qui sont dirigés par des civils. À partir du moment où vous avez des industriels qui quittent le pays en se disant c'est plus vivable, c'est qu'il y a un problème. Maintenant, ne me donnez pas de mauvais exemples. Donnez-moi les bons exemples. Non, j'ai envie de dire... Donnez-moi les pays qui réussissent le plus. C'est pour dire, ça se discute. Écoutez, ça se discute. Prenez-moi les 10 premiers pays de la planète. Ouais. Les 10 premiers. Ce sont des grandes puissances qui ont leur parcours, qui ont leur histoire. Le problème, c'est que vous êtes en train de vouloir faire des comparaisons avec des pays qui n'ont même pas encore de souveraineté, qui ne sont même pas encore véritablement indépendants. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans l'AES, c'est la lutte pour l'indépendance. C'est la lutte pour la souveraineté. Mais bien sûr, parce que ce sont des faits. Non, mais pourquoi vous dites qu'ils ne sont pas véritablement indépendants? Ils sont indépendants. Non, pas du tout. C'est des indépendances factices, vous le savez très bien. Et aujourd'hui, ce qui est en train de se poursuivre, c'est justement cette quête-là. Il faut arrêter de mais vous ne pouvez pas être... Jean-Louis Billon, faut arrêter de dire Jean-Louis Billon, vous ne pouvez pas être un pays indépendant. Vous ne pouvez pas être un pays indépendant et sous-traiter votre sécurité à une puissance étrangère. Vous ne pouvez pas être un pays indépendant et c'est une armée étrangère qui décide de ce que vous allez faire. Parce que si vous avez suivi un peu ce qui se passait au Mali avant, est-ce qu'une armée étrangère a décidé? Non, l'armée étrangère n'a pas décidé. La preuve, à partir du moment où ils ont dit à l'armée étrangère de partir, l'armée étrangère est partie. Ça veut dire qu'ils sont indépendants. Peut-être qu'ils sont un peu plus indépendants aujourd'hui qu'hier. Non, ils le sont. Ils n'ont pas toujours été. Il ne faut pas confondre un accord signé et dire ils n'ont pas été envahis par un pays. Non, mais c'était tout comme. Mais non, c'est vous qui voyez ça comme ça. C'était tout comme. C'est vous qui voyez ça comme ça. Après, c'est une question d'angle de vue. Non, c'est pas parce que Interpol est présent dans votre pays que vous n'avez pas une police. Hein? Est-ce que le Cameroun est un pays qui n'est pas indépendant? Moi, je vous dirais qu'il n'est pas totalement indépendant. Comme la plupart des pays d'Afrique, notamment francophones. Moi, je vais vous dire. Vous ne pouvez pas être un pays indépendant et c'est le FMI qui dicte votre politique. Je vais vous dire. C'est le FMI qui corrige vos devoirs. Le FMI, c'est autre chose. On va parler du FMI après. Nous sommes des pays indépendants. Maintenant, à nous de savoir prendre les bonnes décisions et de se départir de l'aide, de se départir de l'assistance. C'est à nous même de faire les bons choix. Personnellement, ici en Côte d'Ivoire, quand il y a eu le cas Vincent Bolloré, je me suis opposé à ça. Pourquoi? Parce que j'estimais que c'était un mauvais exemple, un mauvais choix. Mais il y a eu une voix pour le dire, et il y a d'autres personnes qui étaient d'accord. Donc, n'importe quel leader politique, vous prenez le Bénin de Patrice Talon, le même cas s'est présenté à lui, il a dit non. Est-ce que le Bénin a coulé? Non. Non, selon l'indépendance, c'est à vous de l'arracher. Non, de l'affirmer. C'est pas la même chose. On est indépendant. On a gagné notre indépendance depuis les années 60. Oui, on a gagné nos indépendances depuis les années 60. Maintenant, vous allez me dire, est-ce que les pays même, les grandes puissances sont indépendantes? À partir du moment où, si vous n'avez pas de pétrole, regardez ce qui se passe avec le conflit Ukraine-Russie. Vous avez tous les pays européens qui ont besoin du gaz russe. Sont-ils indépendants vis-à-vis de la Russie? Non. Ils achètent le gaz à la Russie. Si la Russie coupe, que se passe-t-il? Pour moi, la vraie indépendance, c'est avoir une économie puissante. Quand vous avez une économie forte, vous avez les moyens de votre politique. Tout le reste, c'est du bavardage. Quand votre population est pauvre, affamée, elle n'est pas indépendante. Donc pour vous, il faut bâtir cette souveraineté-là il faut bâtir la souveraineté économique d'abord. Et là, vous êtes fort. Les États-Unis peuvent parler parce qu'ils sont première puissance économique du monde. D'abord, la Chine aujourd'hui est deuxième puissance économique. Et c'est pour ça qu'elle peut avoir ensuite une armée puissante. Mais une armée de pays pauvres reste une petite armée. Mais dites-moi, Jean-Louis Billon, comment on bâtit une économie forte, souveraine, avec le FMI et la Banque mondiale? Mais par la bonne gouvernance. Le FMI et la Banque mondiale arrivent parce que vous avez mal géré. Ah bon? Et bien sûr. Si vous gérez bien, vous n'avez pas besoin d'eux.
Donc, en fait... Peut-être que la France aujourd'hui a besoin du FMI de la Banque mondiale. Oui, parce que la France est en crise. Mais pourquoi est-ce que le FMI et la Banque mondiale... Enfin, vous m'avez posé une question tout à l'heure, j'aimerais vous la retourner. Est-ce que vous pouvez me donner un pays qui a été transformé ou sauvé grâce au FMI et à la Banque mondiale? Oui, les pays d'Asie du Sud-Est. Et ils vous disent non. Non, la Thaïlande, la Malaisie, la Corée. Attention, la Malaisie sont des pays qui s'en sont sortis. Mais ils disent qu'ils ont réussi leur décollage après avoir... La grosse différence entre ces pays-là et nous, c'est qu'il s'est engagé un véritable dialogue, un véritable débat sur la politique d'ajustement. Ça, nous sommes d'accord, ça, nous ne sommes pas d'accord pour telle et telle raison. Donc, il y a des choses que nous, on aurait pu refuser. Pour ma part, à l'époque, quand il y a eu la suppression de la caisse de stabilisation, ça a été une erreur. D'ailleurs, après, on est revenu avec un autre système à peu près similaire. Mais ça a été une erreur. Pourquoi? On a voulu corriger un problème de gouvernance en supprimant une entité alors qu'il fallait régler le problème de gouvernance et pas l'entité. Donc voilà, ça ce sont des vrais débats qu'il faut avoir. Et la Malaisie a su faire ça, pareil pour la Thaïlande, pareil pour la Corée. Alors, je voudrais qu'on avance, Mais pour ça, il faut des personnes averties. Comme vous voulez dire. C'est pour ça qu'il faut savoir faire... Je veux pas mettre un peu de la com. C'est-à-dire qu'il faut des gens qui ont un pied dans le monde du business. Il faut savoir faire le bon choix et choisir des personnes qui sont au fait des affaires de leur pays et qui ont vécu des choses. Et qui connaissent bien Vous voulez faire la comparaison avec quelqu'un qui n'est pas au fait des affaires de son pays? Oh, il y en a beaucoup, mais quelqu'un en particulier. Quand on n'est pas au fait des affaires, il y a tous ceux déjà qui ne sont pas au fait des affaires économiques. Quand je dis que la vraie puissance est d'abord économique, et tous ceux qui n'ont aucune idée des enjeux économiques ne sont pas à même de gérer convenablement une nation. Maintenant, bon, vous me tendez la perche en me disant je pense à quelqu'un, je ne pensais pas à Tidiane en particulier. Je ne sais pas pourquoi c'est à lui que vous avez pensé. Non, mais parce que je ne suis pas hypocrite et que je sais que c'est ce que vous sous-entendez. Mais d'entrée de jeu, j'ai dit que quand le débat politique réel va commencer, son absence prolongée va lui interdire une partie du débat politique. Et c'est vrai, il est parti trop longtemps du pays, qu'on n'est plus le pays. La Côte d'Ivoire qu'il a connue n'est plus la même aujourd'hui. Les enjeux économiques qu'il a connus il y a 23 ans ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Mais on le sait très brillant, on apprend vite. Non, mais pas comme ça. Quand vous aviez 18 millions d'habitants, vous avez 30 aujourd'hui, ce n'est pas le même pays. Et puis je vais vous dire, moi, il ne peut pas me parler de fiscalité que je vis au quotidien quand lui n'est pas contribuable en Côte d'Ivoire. C'est juste une question de principe. Prenez la Constitution américaine, il faut avoir vécu les 14 dernières années pour être candidat. Ça fait partie des Mais en Côte d'Ivoire, ce n'est plus nécessaire, hein, vous le savez. Non, c'est plus nécessaire. Voilà. Mais bon, c'est une Constitution qu'il va falloir revoir sur beaucoup d'aspects. Mais elle avait déjà été revue pour essayer de corriger ce qui, selon certains, avait plongé ce pays dans la crise. Il faut revoir la Constitution de façon collégiale. C'est-à-dire que vous n'êtes pas seul à corriger la Constitution. Vous estimez que la dernière, elle est sur mesure pour Alassane Ouattara? Pas sur mesure pour Alassane Ouattara. Puisqu'on a levé la limitation d'âge. Ça permet à d'autres vieux de se présenter. Non, sur mesure pour un régime. Voilà. Pas pour une personne. Alors, je vous propose de prendre la question de mon confrère Rémi Sabimana de Al Jazeera, et c'est le dernier confrère qui vous posera la question. Après quoi, on verra votre empreinte digitale, c'est-à-dire comment est-ce que vous êtes perçu sur les réseaux sociaux, ce que vous y faites. Alors, on va prendre la question de Rémi. Rémi Sabimana, journaliste pour Agi+ français, le média digital d'Al Jazeera. Monsieur Jean-Louis Billon, après la Centrafrique, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, le Tchad et le Sénégal ont également demandé à la France de retirer son armée de leur territoire. Et à l'heure où je vous parle, la Côte d'Ivoire, le Gabon et Djibouti restent les 3 uniques pays qui acceptent encore d'abriter sur leur territoire, sur leur sol, l'armée de l'ancienne puissance colonisatrice. Mais la Côte d'Ivoire, votre pays, est également accusée de saboter le projet ECHO,
la monnaie censée remplacer le franc CFA très contesté en Afrique de l'Ouest. Quelle est votre position sur ces deux questions de politique étrangère? Si jamais vous étiez candidat du PDCI, battrez-vous campagne pour l'écho originel, c'est-à-dire l'écho issu du projet de la CEDEAO de 1983 et donc qui exclut la France de l'équation? Battrez-vous campagne pour le retrait de l'armée française de la Côte d'Ivoire? Merci. Alors, historiquement, tous ces pays avaient des accords militaires avec la France. Nous arrivons à une période aujourd'hui où la France elle-même n'a plus les moyens de soutenir autant de militaires à l'étranger. Moi, je ne suis pas favorable. Il faut qu'on apprenne à garantir notre souveraineté territoriale par nous-mêmes. D'autant que la seule fois où elle a eu véritablement à intervenir, c'est pendant la crise ivoirienne, mais sous mandat onusien, où le pays a été divisé en deux. L'acteur économique que je suis, quand je regarde le coût que cette présence de la force licorne et de la présence onusienne en Côte d'Ivoire pendant une dizaine d'années a été, on parle de, je ne sais pas, 14 ou 15 milliards de dollars, hein, peut-être plus que ça. Ça aurait pu servir à autre chose. Donc, Jean-Louis Billon, président, demain, vous demandez le retrait des militaires français de la Côte d'Ivoire. Je crois que c'est déjà en cours. Oui, il y a une discussion. Voilà. La France a essayé, mais c'est plus un... Moi, je vous donne mon sentiment. C'est plus une volonté de réaménagement. Je ne suis pas certain que la France veut totalement partir. D'après ce que je sais de ces négociations... Avoir des accords militaires avec des puissances étrangères, ce n'est pas un problème. On a besoin d'alliés et vous avez des blocs dans le monde qui sont constitués. Oui, mais le problème, c'est d'avoir des militaires français sur le territoire ivoirien, surtout quand on sait le rôle qu'ils ont pu jouer sur la crise que vous avez évoquée. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit, à terme, je ne suis pas favorable au maintien d'une force étrangère sur le territoire national. Voilà. Maintenant, sur le plan sécuritaire, sous-régional, la lutte contre les narcotrafiquants et tout, il y a des accords de coopération avec les Américains, avec les Mais on peut le faire avec, on peut faire ces accords avec les pays voisins, avec le Nigeria, avec le Mali, avec le Sénégal. Pourquoi il faut toujours regarder vers l'Occident principalement? Je pense que l'unique raison, c'est qu'en termes d'équipement, nous ne sommes pas complètement outillés pour l'instant. Je pense aux narcotrafiquants, par exemple, quand il s'agit de couvrir la protection, la surveillance du golfe de Guinée, de ce côté-là, nous ne sommes pas suffisamment outillés. Donc, quand c'est comme ça, voilà. Alors, il faut peut-être faire des partenariats plus intelligents pour acquérir des équipements et ne plus avoir forcement des bases militaires étrangères sur nos territoires. Ça fait beaucoup de si que vous oui, mais enfin, on essaie de trouver des solutions. Qu'est-ce que je vous ai dit? Il faut vous souvenir de ce que j'ai dit. Puissance économique d'abord. Après, vous avez les moyens de votre politique. Quand l'Union africaine est financée par des puissances étrangères, c'est encore plus grave. C'est là que l'Afrique entière se réunit pour prendre ces décisions. Construit par la Chine. Le siège de l'Union africaine notamment. Alors, la question de Rémi Sabimana avait deux volets. L'autre volet, c'est l'écho. On connaît les tensions avec cette affaire de monnaie. Il faut savoir que vous avez devant vous la personne qui, très tôt, a dénoncé le franc CFA. Devant Charles Konombani en 1995. Il y a eu un débat ici, à Abidjan, et moi j'avais parlé du franc CFA en disant que c'était une monnaie qui n'était pas compétitive et qui était un handicap pour l'industriel que je suis dans la compétition internationale. Il faut en voir les avantages et les inconvénients. Avantage, monnaie commune, monnaie stable avec une inflation faible. Est-ce que c'est vraiment un avantage? Est-ce que ce sont vraiment des avantages? Croyez-moi, c'est un avantage. Je suis présent au Ghana et je peux vous dire que quand la valeur de votre monnaie
change tous les jours, c'est un véritable inconvénient. C'est ingérable. Tout simplement ingérable. Pourquoi? Mais le Ghana ne se porte pas si mal que ça, parce que non, si vous voulez comparer le Ghana à d'autres pays qui utilisent le franc CFA, je ne pense pas qu'on peut dire que le Ghana est à envier. Le Ghana se porte mal par rapport à il y a 5 ans. Et quand vous arrivez à un stade où, et je vais arriver à l'écho, quand vous arrivez à un stade où votre monnaie, vous l'abandonnez pour utiliser le dollar ou l'euro, c'est un échec. Parce qu'à un certain niveau, au Ghana, vous faites vos salaires en dollars, vous payez votre hôtel en dollars, vous payez votre loyer en dollars. Tout se fait dans une autre monnaie. Donc ça veut dire que c'est un échec. L'écho, je suis favorable à l'écho. Lequel des échos? L'écho qui sera le consensus avec tous les États membres. Et c'est pour ça qu'il est important que l'AES revienne autour de table. Parce que pour nous, arriver au Mali, au Burkina, au Niger, avec la même monnaie, croyez-moi, c'est un avantage. Quand vous n'avez pas de taux de change à faire, quand vous vous promenez en Asie du Sud-Est, ils n'ont pas de monnaie commune, alors qu'ils sont forts. Bien sûr. Mais je quitte Singapour, j'arrive à Kuala Lumpur, je suis obligé de changer de monnaie. Je pars de Kuala Lumpur pour aller à Bangkok, je change encore de monnaie. J'arrive au Vietnam, je change encore de monnaie. Ça fait beaucoup. Et ça, pour eux, c'est un handicap. Nous, on a eu cette force avant l'euro. Et le dollar est une force mondiale qui dépasse les États-Unis. Donc avoir une monnaie commune est une force. Il faut qu'on ait cette monnaie commune, il faut qu'on ait une monnaie qui soit... Mais avec quelles caractéristiques? Le problème, ce n'est pas juste que la monnaie soit commune. Le CFA aujourd'hui est une monnaie commune, mais vous l'avez tantôt relevé, elle est totalement handicapante. Donc, quel écho? Vous êtes pour quel écho? Parce que vous avez dit que vous êtes pour l'écho, mais pour quel écho? Pour un écho. Moi, je ne rentre même pas dans le débat aujourd'hui de quel écho. Je veux dire l'écho que je veux. Bien sûr. Voilà. Et l'écho que je suis capable de défendre. C'est une monnaie commune, une monnaie stable, une monnaie convertible. Quand je voyage, je peux la changer. Quand du dollar ou de l'euro ou toute autre monnaie dans le monde. Une monnaie dans laquelle on a confiance et une monnaie qui est compétitive, qui n'est pas arrimée à une seule monnaie, mais peut-être à un panier de monnaies, mais qui reflète la valeur des économies de la sous-région. Et là, on pourra dire qu'on a une monnaie forte. Voilà. Et pas un des pays qui fait jouer la planche à billets et voir qu'on a une dévaluation très vite dans quelques temps. C'était un peu ça que devrait être l'écho originel. Vous le savez, Jean-Louis Billon. Oui, ben, c'est l'écho que je défends. D'accord. Voilà. Là, vous avez répondu à la question. Quand vous dites c'était un peu ça, non, moi je vais plus loin. Oui. Attention, moi je vais plus loin que l'écho originel. Voilà. D'accord. Alors, Jean-Louis Billon, je vais maintenant vous inviter à découvrir votre empreinte digitale. Nos équipes sont allées sur Internet et ils ont essayé de voir qui est Jean-Louis Billon sur Internet, comment est-ce qu'il se comporte, notamment sur les réseaux sociaux. Je vous propose de regarder ça et on revient pour la dernière partie de l'émission. D'accord. Merci. L'univers du digital, avec ses influenceurs et les influencés. Dans cette constellation, quelle est la présence de notre invité du jour dans les réseaux sociaux? La réponse, après le scanner de la vie digitale de l'homme d'affaires et homme politique ivoirien, Jean-Louis Billon. D'abord, sa réputation numérique. En tapant Jean-Louis Billon sur un moteur de recherche, les résultats obtenus instantanément laissent apparaître sous toutes les formes ses empreintes numériques. L'image renvoyée de lui sur le web est celle d'un homme d'affaires prospère qui veut s'imposer en politique. En filigrane de la présidentielle ivoirienne de 2025, Jean-Louis Billon fait feu de tout bois pour être candidat à la magistrature suprême. Une ambition qui génère une série de passes d'armes avec le président du PDCI, principal parti d'opposition dont il est membre. À propos, Jean-Louis Billon disait ceci sur Radio France Internationale. Au niveau de la gestion du PDCI, il y a des choses à redire. Dans le monde.fr, il affiche clairement son ambition. Je me présente pour gagner, a-t-il lancé devant une assemblée de partisans en 2025. La Côte d'Ivoire a rendez-vous avec son destin et j'y serai. Dans l'arène politique ivoirienne, l'héritier de l'empire agro-industriel, SIFCA, dont le magazine Forbes Africa consacrait sa une en avril-mai 2024, donne des coups francs, comme le montre ici le quotidien français Le Monde. Des
Depuis 2018, j'étais programmé pour l'élection présidentielle de 2020. C'est Henri Konan Bédié qui m'avait demandé de me retirer pour qu'il puisse affronter lui-même Alassane Ouattara. Je lui ai laissé la place, mais à peine cette élection passée, j'ai réaffirmé ma candidature pour 2025. Jean-Louis Billon est un homme aimé, mais sa déclaration de candidature depuis son fief de Dabakala, dans le nord-est du pays, ne lui a pas apporté que des fleurs. Au moment où le parti a une plus grande chance de revenir au pouvoir, tu décides de traîner ce parti sur les réseaux sociaux. Je ne crois pas que tu comptes sur le PDCI, mais tu veux simplement arranger parti au pouvoir. Donc Bédié était vraiment entouré de traîtres. La Côte d'Ivoire compte sur vous, tel que tu arrives à gérer tes sociétés. Et on te voit toujours à la hauteur. C'est sûr que tu pourras faire mieux pour ce pays. Jean-Louis Billon, monsieur le ministre, je vous suggère d'aller créer votre parti et laisser le PDCI en paix. Montrez que vous êtes courageux. Vos idées novatrices reflètent votre sincérité. On voit que vous voulez diriger la Côte d'Ivoire pour le bonheur des Ivoiriens. Je vous apporte mon soutien inconditionnel. Vous êtes contre quelqu'un juste parce qu'il est né dans une famille aisée. C'est de la jalousie, de la discrimination. Jugez-le sur ses actes et non uniquement sur les faits qu'il ne soit né d'une famille riche. C'est pas très juste selon moi. Vous cherchez celui qui viendra faire Ivoirien d'abord. On l'a eu. Maintenant, j'espère qu'on va le soutenir. Vous savez pertinemment que vous ne pouvez pas gagner ces élections présidentielles sans le PDCI. Perso, je pense que si tant est vrai que Ado a donné un certain élan à l'économie ivoirienne, moi, je suis convaincu. Jean-Louis Billon pourra lui donner une certaine stabilité en me basant sur les bilans des postes qu'il a précédemment occupés. Parlons data maintenant. En explorant l'environnement digital du natif de la vallée de Bandama, à Bouaké, on a cliqué pour vous et voici les chiffres. Commençons par ce clic. Sur Facebook, il a une communauté de 386 000 followers qui se délectent des publications quasi quotidiennes. Le méta nous renseigne que Jean-Louis Billon suit 4 comptes, notamment ceux de Charles Blégoudet, Jeune Afrique, RFI Eco et Brut Afrique. Au moment où nous relevons ces empreintes digitales, ces 3 derniers posts affichent un total cumulé de 2850 likes, 876 commentaires et 268 partages en 5 jours. Sur la page Facebook, où il est très présent et publie ses rendez-vous et rencontres politiques et ses rendez-vous d'affaires, en moyenne, Jean-Louis Billon fait un post par jour. Ce qui nous amène au deuxième clic, Instagram, où Jean-Louis Billon compte 23 500 followers. Sur les 56 publications que l'ancien ministre du Commerce de la Côte d'Ivoire a déjà fait, ses vidéos et ses photos qui ont le même contenu que son Facebook le montrent dans sa posture de politicien à la rencontre des citoyens et des populations, mais aussi d'hommes d'affaires dans les forums sur l'économie. Chez Jean-Louis Billon, qui suit particulièrement 43 comptes, dont celui de Paul Kagame, Guillaume Soro, Emmanuel Macron et l'Élysée, entre autres, on dénombre plusieurs autres comptes associés à son nom. Sa dernière publication, qui date du 25 décembre 2024, montre qu'il n'est pas très présent sur Instagram. Autre clic sur TikTok, où il compte 35 000 abonnés pour 16 abonnements et un total cumulé de 82 400 likes. Ici, Jean-Louis Billon publie ses extraits de discours politiques. Sa dernière publication date du 31 décembre 2024. Sa présence sur TikTok est intermittente. Le quatrième clic, c'est sur X, que Jean-Louis Billon a rejoint en août 2015. Il compte 95 600 abonnés pour 88 abonnements. X est le maillon faible du package des réseaux sociaux de l'ancien ministre du Commerce. La preuve, son dernier tweet remonte au 2 mars 2021. Comme sur Instagram, nous détectons plusieurs comptes associés à son nom. Avec tout ceci, on peut donc conclure que Jean-Louis Billon est très présent sur Facebook, Instagram et TikTok. Voilà en quelques clics la vie digitale du patron de CIFCA, le premier groupe privé de Côte d'Ivoire qui nourrit une ambition politique suprême. Jean-Louis Billon, votre vie est vraiment digitale. Merci. Alors, réaction, ça va? Vous êtes satisfait? Bon, les réseaux sociaux, ça fait partie de notre vie aujourd'hui. Ça nous est même presque imposé. Hein. On pourrait s'en passer parce que c'est un véritable... Mais aujourd'hui, avec la population jeune, extrêmement connectée, c'est difficile. Tout à fait. C'est vraiment difficile de faire sans. Tout à fait. Alors, on va sortir de cette émission et là, effectivement, on revient, si vous voulez, à un certain nombre d'actions que vous avez eu à mener. Et Jean veut vous demander aujourd'hui, est-ce que vous serez prêt à aller au bout? Je vais prendre l'exemple que vous avez pris en début d'émission. Si la primaire ne se passe pas comme vous
la souhaiter. Ça veut dire, si vous perdez, vous estimez que vous avez perdu parce que l'élection n'était pas bien organisée. Est-ce que vous envisagez une rupture? Non, je saurai très vite si l'élection est bien organisée ou pas. Mais si elle ne l'est pas, admettons qu'elle soit comme ça a été à l'élection à la tête du parti. Une élection bien organisée, c'est une élection où vous êtes partie prenante du processus électoral. Quand vous regardez, soit vous avez un processus électoral totalement indépendant, soit vous avez un processus électoral consensuel avec les différentes parties. Donc on le sait très vite. Moi, j'étais un peu dans la politique fiction. Si ça ne se passe pas comme vous pensez, la politique fiction, qu'est-ce que vous faites? J'ai déjà répondu à cette question. Je dis que si ça ne se passait pas comme ça, je m'autorise toutes les possibilités. C'est-à-dire rallier un autre candidat? Je m'autorise toutes les possibilités. Ça a le mérite d'être clair. Ça a le mérite d'être clair, de ne pas savoir exactement aujourd'hui ce que je vais faire. Parce que, comme vous dites, se rallier ou ne pas se rallier, faire comme ci ou comme ça va vraiment dépendre du moment. Est-ce que vous pensez, Jean-Louis Billon, aussi que vous avez la popularité nécessaire? Parce qu'on a effectivement ressenti ça. Certains gens vous trouvent très effacé pour un politique. Est-ce que vous entendez cette critique? La campagne n'a pas commencé. Oui, mais un politique, ce n'est pas toujours en campagne. J'ai envie de dire que... J'aime répondre autrement. Oui. Je me suis présenté maire, je me suis présenté à la Chambre de commerce et d'industrie, je me suis présenté au conseil régional, je me suis présenté député. Ouais. J'ai gagné toutes les élections. Attendez-vous à ce que je gagne la prochaine. Voilà. D'accord. On attendra de voir ça avec beaucoup de curiosité. Voilà. Maintenant, je voudrais avoir votre avis. Ça, c'est sur la scène internationale. On a parlé tantôt, effectivement, du dollar, mais on se rend compte qu'il y a un vrai chamboulement. On est comme en train d'assister à une véritable multipolarité avec notamment les BRICS. Comment est-ce que vous regardez ça, ce qui se passe aujourd'hui? Mais c'est intéressant parce que vous avez le vieux monde qui s'arc-boute sur ses acquis et qui regarde avec beaucoup de crainte le monde nouveau qui émerge, celui des BRICS ou bien tous les pays d'Asie qui il y a longtemps ont émergé, et demain l'Afrique. Moi, je crois fermement au continent africain. Il y a juste un déclic à avoir, une meilleure gouvernance. Le principal défaut de nos pays, c'est l'excès de corruption. Lorsqu'on va corriger, on va avoir nos plans stratégiques comme il faut, pouvoir les déployer, vous allez voir que c'est le continent d'avenir. Et on parlera de différents blocs et on pourra parler d'égal à égal avec les autres puissances. Alors, on va sortir de cette émission et pour sortir de cette émission, on va retourner vers les téléspectateurs qui vont vous passer des messages. Certains vont vous donner des conseils, d'autres vont vous poser des questions. Et après ça, nous allons revenir pour conclure l'émission. D'accord. J'ai plutôt une question. À quand mon dîner avec toi? Continuer comme il a commencé. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens comment on appelle ça, qui ont beaucoup de moyens, c'est rarement qu'ils aident les jeunes. Vous voyez. Et la population surtout. Donc ce qu'il fait là, c'est très bon. Et moi, je lui souhaite vraiment bonne continuation. On lui donne beaucoup de courage, que Dieu le bénisse, que Dieu facilite pour lui. Il faudrait que ce monsieur vraiment continue de faire ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire les affaires. Monsieur Billon, j'aimerais déjà connaître pourquoi vous êtes séparé de votre mentor politique avec lequel vous avez fait 2 mandatures en tant que ministre. Et maintenant, savoir si véritablement vous vous positionnez comme un candidat sérieux aux élections présidentielles à venir en 2025 en Côte d'Ivoire. J'aimerais demander à M. Jean-Louis Billon qu'est-ce qu'il a à proposer à la jeunesse. Parce que la jeunesse aujourd'hui veut un changement. Voilà, nous voulons savoir réellement ce que M. Jean-Louis Billon propose à la jeunesse de Côte d'Ivoire. M. Jean-Louis Billon, vous avez en face de vous un jeune Ivoirien qui a beaucoup de projets dans la tête, qui est très intelligent et qui peut apporter beaucoup de choses aussi dans ce pays. Donc je lui demanderai de l'aide pour pouvoir réaliser beaucoup de projets pour ce pays aussi. Jean-Louis Billon, tout ce que je peux vous dire, je sais que vous êtes un homme sage,
un homme pondéré. Au regard de ce que je vais appeler la bataille de chéri entre vous et Thiam, pour savoir qui finalement va représenter le parti, moi, je souhaite que vous restez assez solide, assez soudé et que vous mettez au devant de la scène le bonheur du peuple ivoirien. Parce qu'après tout, c'est le bonheur du peuple ivoirien qui s'agit. Nous ne voulons pas avoir des Gabon bis, des Cameroun bis, où on a des présidents élus. Voilà, Jean-Louis Billon, il y a des questions, il y a des conseils. Alors, il y a une question qui est revenue déjà. Qu'est-ce que vous proposez à la jeunesse ivoirienne? La primauté à l'intérêt général et plus d'opportunités pour la jeunesse. Je l'ai dit et je le dis sans détour. Moi, je favorise la préférence nationale, je favorise le nationalisme économique et faire en sorte que cette jeunesse qui a tant d'attentes ait plus d'opportunités et soit mise en avant. Et que l'on donne plus de présence aux jeunes et aux femmes dans l'économie, dans la politique, dans l'administration. Moi, je viens avec un tout nouveau logiciel, en gouvernance, en vision. C'est un modèle complètement différent de ce qu'on a connu jusque-là. J'ai trop souffert, de la malgouvernance, du favoritisme, de la corruption, pour maintenir les populations dans ce climat-là. Ça va changer de façon positive. Alors, et vous savez, je prends des exemples chez nous, tout simplement, de ce que nous avons réalisé. Quand nous, on est rentré dans l'EVA, il y a 25 ans, la Côte d'Ivoire faisait quoi? 150 000, 200 000 tonnes d'EVA par an. Moi, j'ai fait le pari de porter, avec le directeur général qu'on avait à l'époque, d'atteindre le 1 million de tonnes d'EVA. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 2 millions de tonnes et nous sommes le troisième producteur mondial d'EVA. Voilà, ça c'est quelque chose de concret. Ça a été un plan réfléchi depuis longtemps et nous y sommes arrivés. Je prends le sport, j'aime bien le donner, nous sommes à SEC, CIFCOM, c'est notre entreprise, l'Académie MIMO-CIFCOM, c'est le centre de formation que nous avons créé avec la SEC, avec Roger Ouayen, avec Guy à l'époque, et d'où sont sortis les plus grands champions, les 95% de l'équipe nationale de football. En pépinière, jusqu'au bout. Aujourd'hui, vous avez Kosonou, qui est un des plus grands défenseurs, mais depuis 25 ans, également, ce sont tous ces jeunes-là qui animent le football mondial Enfin, vous avez réalisé des choses concrètes, palpables. Voilà. Ça, on l'a compris. Vous aurez le temps de la campagne et on sera là, effectivement, pour suivre tout ça, pour présenter ça. Que ce soit dans le sport, dans les arts, dans la culture, dans l'économie, dans l'agriculture, dans les finances. J'ai parcouru tous ces secteurs-là. Tous ces secteurs. J'ai été très heureux de faire venir Tony Elimelou ici, en Côte d'Ivoire, et de là répartir Youbié sur l'ensemble de la zone UEMOA, après qu'il soit sorti du Nigeria. Alors il y avait une question qui concernait vos mentors. Je voulais déjà savoir, parce qu'il parlait, comme vous avez dû le comprendre, Alassane Ouattara. Est-ce que vous considérez Alassane Ouattara comme votre mentor? Bon, il est le mentor de beaucoup de personnes, mais pas du mien en particulier. Il est un exemple pour beaucoup d'entre nous. Pour avoir travaillé avec lui, je peux vous dire une chose. Il est bosseur, il est percutant, il comprend très vite les enjeux. Mais ce n'est pas votre mentor. Pour moi, je suis son opposant. Donc, je m'inscris comme opposant et je le dis, il le sait. Je dis, c'est très bien ce qu'il a fait, mais ça reste une Formule 2 et je propose aux Ivoiriens de basculer dans une autre division, la Formule 1. Voilà. Alors, il y avait un dernier point qui a été relevé. Un des téléspectateurs vous conseille, si jamais vous perdez la primaire, de soutenir Thiam. Et j'espère qu'il lui donnera le même conseil. Il n'y a pas de problème. Et si jamais c'est lui qui perd,
je l'accepterai comme colistier. Merci beaucoup, Jean-Louis Billon. Ça dit, vous ferez de Tidiam votre vice-président, voilà, si jamais... je dis à tout le monde, moi j'ai plus de chances de l'emporter que lui, parce que je pense que si nous partons ensemble, lui avec moi, nous gagnons, moi avec lui, nous perdons ensemble. Donc c'est pour ça que je reste le meilleur des candidats. Enfin, on écoute et les Ivoiriens auront le temps, déjà ceux de vos partis, et plus tard, pourquoi pas, tous les Ivoiriens de trancher. En tout cas, merci beaucoup, Jean-Louis Billon, d'avoir accepté de prendre votre temps pour parler avec nous, avec les Africains. Je vais maintenant vous demander de regarder vos caméras et de donner un message aux Africains qui nous ont suivis ce soir, parce qu'en fait, c'est avec eux que vous aviez rendez-vous. Merci à tous les Africains qui nous écoutent, qui nous ont écoutés. Il faut croire en l'Afrique. C'est le continent du futur. J'en ai la ferme conviction. Et je pense qu'ensemble, nous pouvons réaliser de belles choses pour la Côte d'Ivoire, pour la sous-région, pour l'Afrique en général. Ça reste le continent du futur. C'est la dernière frontière de développement. Demain, tout se jouera en Afrique. L'humanité a commencé en Afrique et le rendez-vous final se trouve en Afrique. Revenez en Afrique pour ceux qui sont à l'extérieur. Vous aurez un bon accueil et c'est ensemble que nous allons nourrir cette nouvelle dynamique. Merci. Merci beaucoup, Jean-Louis Billon. Madame, monsieur, merci à vous de nous avoir suivis. Nous étions en compagnie de Jean-Louis Billon, qui est capitaine d'industrie et homme politique ivoirien, candidat déclaré à la prochaine élection présidentielle dans son pays. Prenons rendez-vous très prochainement avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir à tous. Cette émission vous a été offerte par Sarassurance Côte d'Ivoire.